s'il vous plaît. Marhaba bikoum, marhaba les internautes. On a le plaisir aujourd'hui d'être dans ce magnifique cadre, Fidar Dief, Fidar Bachhamba, au cœur de la Médina de Tunis. في نهج كتاب الوزير هي جمعية الشارع فن في برنامجها الأسبوعي من وقت الحجر الصحي ومن بعد الحجر الصحي دونك لو بروغرام لو دريم بيرفورماتيف ديجيتال وورلد وسميناه بالصفة هذه باش نكونوا على خاطر معناتها حسينا اللي أكثر من قبل احنا ياسر مربوطين ببعضنا مربوطين بالعالم وباللي صاير في العالم. Et le contexte, en tous les cas, les contextes sont totalement liés les uns aux autres et que le monde évolue ensemble et qu'en permanence on est tous en train de se regarder et d'évoluer ensemble. J'ai le grand plaisir ce soir de recevoir Adnan El-Ghali et Alexandre Edem. Donc Adnan El-Ghali, architecte, urbaniste, chercheur à l'Université libre de Bruxelles. Adnan est co-auteur avec Yassine Turki d'une publication. Cette publication qui est l'étude sur la sécurité urbaine dans la Médina de Tunis en 2018, novembre 2018. Et puis Alexandre Edem, donc bon, on va le dire, chef de mission, et je répète, chef de mission de Dignity Tunisie, marhaba bik, Amal Lubnani al-Asl. Et donc, tu as beaucoup travaillé dans le domaine de l'humanitaire, de formation, animation socio-culturelle. Donc ça, c'est très important, ce qui explique tout le travail et toute ta mission ici aujourd'hui en Tunisie. J'avais dit que tu avais travaillé dans le domaine de l'humanitaire, ou le développement communautaire et les droits humains. Et tu as un petit pincement aussi, un petit attrait dans ton travail. D'ailleurs, ça a été l'idée de ta recherche et du travail que tu as mené sur l'intégration des jeunes Palestiniens au Liban. Où tu as Palestine, donc voilà, et aujourd'hui on se retrouve, en tous les cas autour d'une thématique qui est très importante, et on a eu le plaisir d'accueillir donc Dignity et bien sûr Adnan sur cette étude autour de prévenir la violence urbaine dans la Médina de Tunis, et bien sûr, comme on est chez la rue, il faut bien oser l'art. Voilà. Donc, Blechfen, il n'y a pas. En tous les cas, nous, on croit au développement d'une société au travers l'art et de tout ce que les artistes peuvent fabriquer et peuvent réinventer et inventer de nouveaux territoires de vie, de lien social et bien sûr de prévenir la violence et puis de chercher du concret vers une prévention, mais plus concrète et plus physique et en relation directe et physique avec les minorités. Je vais demander à Wassim de nous envoyer un trailer qui a été, donc c'est un projet qui a été soutenu par Dignity et que Adnan a suivi aussi, qui est le projet programmé par Yann Goossens, directeur du festival de Dream City, le projet de Serge Aimé Koulibaly, qui a travaillé avec des jeunes de la Médina. Et je vous laisse regarder ce trailer de ce chorégraphe qu'on aime beaucoup. Et je vous laisse après suivre la conversation qui va continuer avec Adnan et Alexandre. Ceux que moi j'ai rencontrés, ils avaient une chose, c'était de partir d'ici, tout simplement. Quel type de rêve on peut donner à cette jeunesse? Comment ils peuvent regarder leur ville autrement? Ils savent tout faire, ces jeunes-là. C'est une expérience humaine.
avec la jeunesse, on peut rattraper beaucoup de choses qu'on a ratées. Qu'une trace, il n'y a pas de problème. Ça va repartir. Bon, la première question même, en fait, je crois que c'est un peu émouvant le résultat, bien ce travail qu'on a pu faire avec la rue. Avant de commencer notre discussion, qu'est-ce que tu sens quand tu vois le résultat de tout ce travail? Eh bien, écoute Alexandre, quand je vois ce résultat, je pense que c'est le même pour toute l'équipe, c'est vraiment un enchantement. Un enchantement, pourquoi? Parce qu'on voit des jeunes, je n'ai pas beaucoup de termes, mais c'est un terme qu'on va utiliser, qu'on utilise, on les voit à une étape de leur vie qu'on n'a jamais pu imaginer, auquel encore on avait beaucoup de difficultés de croire. C'est-à-dire on les voit engagés dans un projet artistique, on les voit bien dans leur peau, on les voit vraiment faisant part du territoire et contribuant à enrichir leur communauté et leur lieu de vie, qui est la Médina. Et donc c'est un enchantement parce qu'on se dit qu'on a contribué, même modestement, tous ensemble, à réenchanter le monde, à réenchanter la ville, à la réinventer aussi. Une ville qui a beaucoup souffert, une partie de la ville qui a beaucoup souffert de stigmates. On pensait que la Médina était un lieu de violence, on pensait que sa dégradation était inéluctable, on pensait qu'on ne pouvait pas et qu'on n'aurait jamais pu y insuffler de la vie autrement que par des projets imposés de l'extérieur et saupoudrés sans la population. En fait, la population est une partie de la richesse de cette Médina. Une autre question, est-ce que tu crois que c'est difficile qu'un Tunisois de pouvoir changer cette image en participant à ce type de projet artistique et d'après ton expérience avec les jeunes qui ont participé, qu'est-ce qu'ils ont raconté après la performance qu'ils ont fait? Alors en réalité, je pense d'abord qu'il faut savoir qu'on a affaire dans la Médina Tunis à des jeunes qui sont profondément attachés à leur territoire. Le fait que ce soit un territoire historique, le fait que ce soit un territoire qui bénéficie d'une image, entre guillemets, de prestige, d'histoire, de tradition, un peu une aura aussi de mystère, fait que les jeunes sont très attachés à leur territoire. Donc en réalité, ce point-là, il était acquis. Mais en même temps, ils souffraient d'abord de leurs propres conditions, pour certains, des conditions assez compliquées et difficiles, et pour d'autres, ils souffraient aussi de voir une partie de ce territoire complètement laissé à l'abandon. Donc en réalité, offrir à ces jeunes l'opportunité de montrer tout leur talent, en quelque sorte artistique, talent qu'ils ont découvert, et de montrer ce talent dans un théâtre qui est leur propre ville, qui est leur lieu de vie, c'était une étape fondamentale pour eux. Ça fait partie de la reconstruction de leur image, de la réappropriation de leur histoire, d'une revalorisation de leur lieu de vie. Et je pense que rien que pour ça, c'était vraiment un apport décisif que celui de ce projet. Intéressant. Bon, avant de continuer notre discussion, je tiens beaucoup à remercier l'ARE pour nous recevoir ici. Je veux le dire en libanais. شكرا على استضافتنا اليوم. يعني انا هذا المشروع تحديدا كثير بيعني لي وكثير يعني je le tiens au cœur. بغض النظر قديش انا مهتم بهذا الموضوع كمان Dignity, l'Institut danois contre la torture, ça fait depuis 2012 qu'on est ici en Tunisie dans un grand programme qui est sous le programme dano-arabe, le programme de partenariat dano-arabe, qui est un projet du ministère des Affaires étrangères danoise. Et c'est un échange d'expériences et de construction en fait entre le Danemark et la Tunisie. Et en fait, on travaille dans plusieurs pays, donc le Maroc, la Tunisie, la Jordanie, dans le MENA region, donc Moyen-Orient, l'Afrique du Nord. J'aimerais aussi remercier les partenaires, surtout le ministère de la Justice,
le tribunal administratif, la Ligue tunisienne des droits de l'homme, Nebras ou bien sûr notre partenaire La Rue, on est vraiment fiers de travailler avec vous ou de te remercier pour tout le travail et l'accompagnement que tu as fait dès le début. Je crois qu'on va passer un peu dans la discussion من لحظة بلشنا بالprojet, l'étude, بعدين comment tu as accompagné les jeunes et tout ça, parce que je sais que tu as beaucoup de trucs que tu as déjà partagé avec nous en tant qu'équipe, et ça sera intéressant de le partager avec أنا بسميهم المشاهدين بحس حالي على التلفزيون. Oui. Tu as dit quelque chose de très important, je pense, parce que tu as commencé par parler de partenaires. Je pense que ce projet n'aurait jamais pu voir le jour si on n'avait pas eu un ensemble de partenaires prêts à travailler ensemble, bien entendu, mais surtout conscients de la richesse du territoire et qui ont su dépasser certaines idées reçues sur le territoire et sur la fonction de l'art. Pourquoi? Parce que les études, alors d'abord c'est une étude de sécurité urbaine, qui dit sécurité urbaine, urbanisme, formidable, mais dit surtout sécurité. Dans un pays qui est passé par un État, par un système autoritaire pendant plus d'un demi-siècle, la question sécuritaire a profondément traumatisé les populations. Et donc, même les bailleurs, même les intervenants classiques n'osaient pas trop s'aventurer sur ce terrain. On avait affaire à des études surtout juridiques, techniques, on avait affaire aussi à tout ce qui était la justice transitionnelle, certains appellent justice transactionnelle. Je relève ça comme ça, ça m'amuse beaucoup. Mais en réalité, on n'a jamais posé la question, plutôt, on n'a jamais fait d'études pour savoir quelle était la perception au quotidien dans un quartier défavorisé comme celui de la Médina Tunis, de cette violence. Qu'est-ce qu'elle signifie? C'est-à-dire que quand on prononce le mot violence, à quoi pense la personne qui est en face de nous? Et on a un territoire qu'on regarde comme un musée à ciel ouvert, ce qui est une erreur monumentale, et qui est en fait un bassin de vie, un lieu que les habitants avaient envie de changer, mais un lieu qui avait aussi une très mauvaise réputation. Donc au départ, ce qui se passe, c'est quoi? Si tu me permets de revenir à l'origine du projet, c'est qu'on a des associations qui sont ancrées localement. Donc il y a La Rue qui nous reçoit aujourd'hui, merci beaucoup. Il y a l'association Baïti aussi, il y a l'association de sauvegarde de la Médina Tunis, il y a diverses autres associations, peu nombreuses mais réellement présentes, qui ont un ancrage dans le territoire et qui nous disent, messieurs les urbanistes, mesdames les urbanistes, vous vous trompez. La Médina n'est pas un vivier de violence, la Médina n'est pas plus violente qu'un autre quartier. La Médina est un espace, au contraire, qui peut se transformer en refuge pour les populations qui sont en situation, des fois même de désespoir. On parle même de certaines minorités qui se réfugient dans la Médina et pas ailleurs. La Médina urbanise, pour reprendre les mots de Samuel Marachour, et la Médina reçoit, couvre et protège. Et quand on a partagé ça avec des bailleurs, avec vous, avec Dignity, quand on a partagé ça avec La Rue, avec l'association de sauvegarde de la Médina de Tunis, l'idée d'un projet est née. Parce qu'on s'est dit, quand on parle de violence, on parle en langage juridique, on parle de crime, de criminalité. Mais en réalité, quelles sont les violences auxquelles on a affaire dans la Médina? Et puis la Médina, dans laquelle personne ne voulait s'aventurer avant dans ce domaine-là, la Médina est un espace qui peut faire école. Pourquoi? Parce que c'est le centre de la ville. Que signifie un pays dont le centre-ville, le centre historique et le centre administratif et le centre des équipements est laissé à l'abandon? Donc on a commencé comme ça en réalité. Donc c'est une réponse longue à une question courte et concise, mais je pense que c'est utile de rappeler le rôle de tous ces partenaires, y compris Dignity, et aussi de tous les autres partenaires, les bailleurs, par exemple la coopération danoise qui nous a fait confiance et qui a permis que ce projet existe. Ouais. En fait, je fais une petite nuance. Dignity travaille en fait sur la réhabilitation des victimes de la torture et même la prévention de la torture. La prévention de la violence urbaine, nous on considère que c'est relié à la torture. Même si c'est dans la définition légale n'est pas torture, mais ça peut ouvrir la porte pour aller un peu plus loin dans tout ce qui est violation des droits de l'homme. Donc c'est pour cela que nous, en tant qu'organisation, on est intéressés de faire la prévention de la violence urbaine. Je vais revenir directement à l'étude. Et en fait, je crois que c'était une expérience en 2018, je crois. Ça a pris combien de temps et qui était l'équipe? Qu'est-ce que tu te souviens le plus de l'étude? Des moments à partager avec nous tous? Franchement, moi, je partagerai avec vous surtout des moments entre guillemets d'émotion, c'est-à-dire la découverte des expériences de vie. Pourquoi? Parce que nous,
L'étude, on l'a développée entre l'écriture des termes de référence et la livraison de l'étude. Je crois qu'on a mis au total 7-8 mois. En 7 et 8 mois, on ne peut pas dépasser le monde qualitatif. Mais le monde qualitatif renseigne sur les perceptions. Et c'est ça qui était fondamental. Et donc on a procédé avec ce qu'on appelle les entretiens semi-directifs, donc des entretiens en tête-à-tête, avec un protocole de questions, un questionnaire, ou un guide d'entretien, et à côté de ça, des focus groups, donc des groupes focaux de personnes qui présentaient des profils avec une grande similarité qu'on interviewait en même temps. Et il y avait des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, des personnes lettrées, des personnes quasi analphabètes, des personnes qui travaillent, des personnes qui sont de passage dans la Médina, d'autres qui y vivent. Et ce qu'on a essayé de faire ressortir, c'est notamment, entre autres, la perception des violences. Et de quelle violence parlait-on et quels étaient ces mécanismes de violence et les effets produits. Et en fait, ce qui nous a touchés, c'était notamment de voir à quel point nos idées préconçues, qu'on assume parfaitement, étaient finalement assez déconnectées de la réalité de ce territoire. Ça peut être valable pour ailleurs, mais pas ici. Par exemple, les systèmes auxquels on a fait référence, on s'est inspiré de modèles danois, de modèles allemands, de modèles français. Mais en fait, ça ne marche pas dans la Médina. Par exemple, il y a un concept clé dans les violences urbaines qui a été développé en France, à Lyon, après les événements de Villeurbanne, qui est la violence gratuite. Vous êtes en colère, c'était le cas à Tunis dans les années 60, en 78. Vous êtes population en colère, insurrection. L'insurrection, elle est gérée essentiellement par les forces de sécurité. Les personnes, vu qu'il y a un problème de dialogue et un État autoritaire derrière, les personnes détruisent les biens publics. Ou bien les biens privés qui témoignent d'une certaine richesse, même tout à fait illusoire en fait, parce qu'une voiture achetée à crédit sur 15 ans, c'est pas vraiment une preuve de richesse, c'est plus une preuve de servitude pour les banques. Et donc on a questionné ça. Pourquoi dans la Médina de Tunis, il n'y a pas de violence gratuite? Pourquoi dans la Médina de Tunis, personne ne casse les écoles? Pourquoi dans la Médina de Tunis, on ne s'attaque pas aux biens publics? Pourquoi dans la Médina de Tunis, en 2011, ce sont les habitants du quartier qui ont protégé les boutiques, sans être payés par les boutiquiers? Même sur Sierre, même dans le souk des joailliers, des orfèvres. Et donc on s'est posé la question, on s'est dit, dans la Médina de Tunis, il y a un mécanisme qui nous échappe et qui est clé dans la compréhension du phénomène de violence et de sa gestion. Et on a essayé de questionner ça et on est allé un peu plus en profondeur en se disant, intéressons-nous surtout à la jeunesse. Qu'est-ce qu'elle a à nous raconter, la jeunesse? Quel est son vécu? Quelles sont ses perceptions? Et pourquoi ces jeunes qu'on accuse de banditisme, de petite et moyenne criminalité, de trafic en tout genre, pourquoi le jour où il y a un état de faiblesse généralisée, les institutions reculent, et eux sortent, et deux voyous, parce qu'on les perçoit comme des voyous au quotidien, ils se transforment plus ou moins en protecteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que ça veut dire que la Médina a deux faces, deux visages, Absolument. Tu sais, j'aime beaucoup ta question, Alex. J'aime beaucoup tes questions en général. Cette question, en fait, elle me ramène à des décennies en arrière, quand je lisais une bande dessinée de Scutten et Peters, qui sont deux auteurs belges. Et donc, ils avaient un ouvrage qui s'appelait, une d'organisation s'appelait Bruxelles, je ne sais plus quoi. Et en fait, ça racontait l'histoire d'une Bruxelles double. La Bruxelles que tout le monde voyait, dont on fréquentait les artères, les établissements publics, et la Bruxelles cachée, qui était une Bruxelles presque symbolique. Dans un autre ordre des choses, je pense que c'est le même cas pour Tunis. Tunis, quand on veut la traverser en profane, on la traverse en profane. On voit des murs, on voit des colonnes, on voit des gens qu'on catégorise, catégorie socio-professionnelle, origine, au faciès, on arrive à se débrouiller. Et puis il y a la vraie Tunis, une Tunis qui se laisse découvrir, qui s'offre à celui qui est prêt à payer le prix, c'est un prix symbolique. Il suffit de l'aimer pour la connaître. Et en réalité, je travaille sur la Médina de Tunis, j'ai cet honneur de travailler dans la Médina et d'avoir collaboré, d'avoir été formé à l'ASM de Tunis en 2004, quand j'étais jeune élève architecte, et aujourd'hui, je découvre encore cette ville. La Médina, c'est un trésor qui ne finit pas, c'est un puissant fond de connaissances et de savoir. Et donc, je me suis dit, et on s'est dit avec Yacine Toki et avec toute cette équipe, parce qu'on a une équipe formidable, pour monter une étude de ce genre en 6 mois, il faut avoir des gens solides. Et donc, on a pu compter sur des Yacine Toki, Olfa Boumadienne, Mohamed Ben Afmen, pour toute la partie juridique, qui ont fait un travail formidable. Et on s'est dit, essayons de révéler au moins un des aspects de la Médina de Tunis, c'est cette capacité à recevoir l'autre, et essayons de comprendre comment on gère la question des violences. Et surtout, qui sont les plus touchés pour développer
des solutions. Mais pas une solution qu'on va importer, ce qu'on fait souvent, tu le sais bien, la duplication. On ramène des projets qui ont été faits avec succès au Brésil et on les calque à Tunis. Ça ne marche pas. Enfin, ça marche peu. Il y a des leçons apprises qui réplication sans réflexion. Sans adaptation. Exactement. Ouais. Donc la Médina Tunis était capable de donner une autre narration et de révéler d'autres vérités sur l'état de la population et son rapport à la ville. Et c'est ce qu'on a essayé de faire après l'étude, une fois qu'on a pu développer certaines recommandations suite aux conclusions de l'étude. بما أنك قلت recommandation, quelles étaient les recommandations de cette étude? Vous allez quoi? Rebâtir, reconstruire la Médina? C'est quoi en fait? Et bon, je fais directement un lien avec recommandations. Et qui sont les acteurs responsables qui vont suivre ces recommandations? Alors, à un moment donné, il a fallu faire des choix. Et donc, nous, on a décidé de se concentrer sur la question de la jeunesse dans la Médina. Et on a décidé de se concentrer, l'étude elle a porté sur la Médina centrale, 100 hectares, mais on n'a pas travaillé sur les 100 hectares, c'est impossible. On a travaillé sur la bande est, la lanière est, c'est-à-dire le quartier Mourné, le quartier de Marta, le quartier de la Khrba, c'est Daria Azouz, Zéraïa. Pour les internautes et ceux qui nous écoutent, sachez que c'est la frange qu'on appelle plus ou moins le quartier franc aujourd'hui. Donc c'est la limite entre la Médina et la ville dite européenne de Tunis. Et donc on a travaillé sur cette partie-là et on s'est intéressé aux jeunes notamment. Pourquoi aux jeunes? Parce qu'on s'est rendu compte que dans les témoignages recueillis, finalement les jeunes étaient perçus comme étant les principaux délinquants, on va dire. Sauf que quand on interviewait les jeunes, quand on interviewait les acteurs sociaux, les différents acteurs de ce domaine-là, on se rendait compte qu'en réalité les jeunes étaient à la fois bourreaux et victimes. C'est-à-dire que la victime d'une violence ne peut réagir que par la violence si on ne lui offre pas un autre vecteur d'expression et de vie. On s'est rendu compte aussi, alors quand on parle de violence, ça va de la violence familiale, les brimades à l'école, les humiliations à l'école, les humiliations parce qu'on a des chaussures déchirées, parce qu'on n'a pas de cahiers, ou bien on a des cahiers qui viennent des Garanet, c'est les aides de l'État pour les familles les plus pauvres, quand on arrive à les atteindre. L'humiliation au quotidien, une humiliation qui est fondée aussi sur un accord tacite avec les polices qui interviennent en Médina, parce qu'on a questionné l'appareil sécuritaire. C'était très difficile aussi, on a eu quelques entretiens, et on a compris aussi qu'il ne fallait pas faire d'angélisme. Beaucoup de ces jeunes étaient responsables de délits mineurs, généralement. Voilà, on pique un sac, on fait ce qu'on appelle un braquage, mais les jeunes ont appris. Ils nous disent non, on ne braque plus avec des armes. Il faut juste tirer le sac et partir, parce que sinon la personne a peur, et on peut la blesser. Et puis, il y avait un système curieux aussi, qui faisait que finalement, c'est pas toutes les polices qui effraient les jeunes. C'est-à-dire qu'il y avait un système qui s'est mis en place où la police de proximité a commencé un travail, avant même qu'il n'existe officiellement, de pacification du territoire avec une espèce d'accord avec ces jeunes sur des zones dans lesquelles, bien qu'ils soient délinquants, bien qu'ils soient récidivistes, ils pouvaient continuer à vivre. Mais ça, qu'est-ce que ça implique sur les territoires? Ça implique une mobilité contrainte. C'est-à-dire que ces jeunes ne sortaient plus de leur quartier parce qu'ils avaient peur d'être arrêtés par d'autres types de police, la sécurité publique, la police de la voirie, la police touristique, qui allait leur demander des papiers. Et quand on a été fiché une fois, on est fiché à vie. Et en fait, cette phrase que je ressors, si tu veux, pour nous, ça a été le déclencheur d'une autre réflexion. Comment opérer en termes c'est-à-dire comment concevoir demain un système de réinsertion de ces jeunes. C'est-à-dire quand on est coupable à vie, parce qu'on a été coupable une fois d'une erreur, et qu'on la paye toute la vie, on la paye par une mobilité réduite, on la paye par des contrôles de faciès, on la paye par des contraintes quotidiennes, comment sortir de ce cercle vicieux? D'accord. Donc ça, c'était un élément majeur qui a fait qu'on a questionné vraiment la place des jeunes comme acteurs, cet antagonisme entre le jeune bourreau et le jeune bourreau, entre guillemets, et le jeune victime de violence, la question de la violence quotidienne qui s'exprime contre les jeunes, qui s'exprime contre les femmes, les formes d'expression qu'elle prend, et les manières peut-être d'apporter des solutions. On ne va pas demander aux gens de ne plus circuler. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on procède. Tel quartier est dangereux, n'y allez pas. Non. Allez-y, mais adoptez tel comportement, ou bien introduisez un travail local avec la population. Et c'est là que la question de l'intervention auprès d'une association est importante. Parce que par exemple, tout le travail qu'on a fait à Martin, c'est grâce à la rue qu'on a pu faire.
Parce que la rue nous a facilité l'accès au quartier et c'est porté en quelque sorte garantie morale pour l'équipe. Parce que nous, on est des personnes extérieures. Quand je le dis comme ça aujourd'hui, ça peut paraître choquant, mais ça fonctionne comme ça. Le quartier, vous pouvez le voir dans sa réalité, mais vous pouvez aussi le voir en carte postale. Vous pouvez passer par le Martre et ne rencontrer personne du quartier et ne rien comprendre au quartier. Donc il y a cette implication, cette obligation d'y avoir accès à travers des acteurs locaux, et de vrais acteurs, pas des acteurs de pacotis, pas des acteurs, entre guillemets, qui sont là uniquement parce que c'est la société civile et que c'est en vogue depuis 2011. Donc il y avait aussi cette question aussi du rôle de la société civile et de son degré d'ancrage territorial. عم تخليني افكر باسئله كثيره. اول شغله حكيت عن الشرطه او البوليس يلي هي بالحومه او بالحي. فهمت منك انه ils ont un rôle à jouer. Ça c'est un. Deux, les associations qui travaillent dans la Médina, dans le sens tout ce qui est approche communautaire, donc de tisser les liens de بناء الثقة. Donc aux filles, je crois, au niveau macro, un rôle, le ministère de la Justice أو القضاء لا كمان يعني تحت نحط نهاية لوضع شاب يمكن تعرض توقف مرة أو انحكم مرة وضل على الكاية. Donc il y a plusieurs niveaux. شو لازم ينعمل؟ كيف فينا نشتغل بهذا الموضوع؟ شوف المسألة نجم نناولوها معناتها من جوانب مختلفة. نجم نبنيو رد يكون مبني مثلا على العمل مع المتساكنين المنطقة، ولازم زاد نحدوا المنطقة، خاطر مثلا التقسيم الإداري ماهوش التقسيم الإنساني للمنطقة. معناتها الناس اللي يسكنوا في حومة، الحومة نتاعو ماهيش الحومة اللي تعرفها الإدارة، هي حومته هو. أول حاجة تفهم هو ايش معناتها الحومة في مفهومه هو، ايش معناتها عطاء الحومة، ايش معناتها جاري، حتى مفهوم الجار، مفهوم الحومة صغيرة، مفهوم الحومة كبيرة. دونك احنا دخلنا حتى من باب المصطلحات، سألنا الشباب شنو هي حومتكم؟ قولوا لنا شنو هي حومتكم؟ وين تبدا وين توفى؟ وشنو تنجم تعمل في حومتك اللي ما تنجموش تعمل في حومة أخرى؟ حتى من الأشياء اللي مش داخلة في نطاق القانون. وكذلك حاولنا نفهم شنو العمل اللي تقوم به معناتها اللي يقوم به الأمن، خاطر مدينة من غير أمن ما تنجمش تعيش، دولة من غير وزارة العدل ما تنجمش تواصل. دونك حاجتنا بهم والدولة تاعهم لازم منهم، ولكن كيفاش نخليهم هما يفهموا أكثر وضع الشباب في الأحياء هذيا، والشباب يفهم زادة اللي مادام هو معناتها دخل في سلك نتاع كما نقولوا بالتونسي مشاكل، الدولة ما تنجمش تقعد ما تردش عليه. احنا حاولنا معناتها في الدراسة نتاعنا ناخذوا وجهات النظر نتاع الناس الكل. التقيتوا بالبوليسيين؟ On a eu quelques interviews anonymes avec des officiers de police, anonymes bien sûr. D'accord, ok. Et je pense que demain, nous devrions intégrer un travail plus en profondeur avec les forces de sécurité, parce que la dictature est tombée grâce à Dieu, et maintenant c'est le moment qui est venu de bâtir. Bâtir avec la justice, bâtir avec les forces de sécurité. Et la police est un élément fondamental. Fondamental. Donc il faut absolument travailler avec les forces de sécurité et comprendre même leur lecture du territoire. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. On s'est rendu compte que sur un même territoire réduit comme la Médina, il y a 4 structures de police qui se superposent et qui ne coordonnent pas entre elles. La police de proximité pacifie le quartier avec des accords, plus ou moins. On ne vous pardonne pas si vous trafiquez de la drogue, mais par contre, on peut fermer les yeux sur d'autres petites choses, pourvu que le quartier reste calme. Mais cet accord-là, il fonctionne que dans ce quartier de la Médina. Dès que vous sortez de la Médina, vous avez les contrôles au faciès de la police de la voirie, vous avez la police secours, vous avez la police touristique qui a peur pour les touristes qui se baladent dans la Médina, parce qu'après c'est une question d'image du pays, etc. Donc nous, ce qu'on fait, on ne dit pas qu'un tel a tort, un tel a raison. On prend tous les points de vue et on essaye de les confronter. Les confronter pourquoi? Pas pour qu'ils s'opposent, mais pour tout simplement arriver à une solution. Parce que aujourd'hui, cette relation entre les jeunes et les forces de sécurité est tellement mauvaise qu'on parle de violence par anticipation. C'est grave. Et aujourd'hui, vous avez un agent qui fait son travail de patrouille dans la rue. Quand il arrive devant un jeune qui a eu une affaire il y a 5 ans et qui est encore fiché, et il sait qu'il est fiché, le jeune, pour éviter de se retrouver au commissariat, va se mettre à taper tout de suite. Et c'est gravissime. On est arrivé à ce système de violence par anticipation. Donc, comment désamorcer ça? Et en même temps, comment
désamorcer cela, ça passe par des relations de confiance. D'où encore une fois le travail de la société civile. Je parle de la vraie, celle qui est vraiment dans le territoire. Voilà. Et donc, pour revenir un peu à ta question, parce que tu as remarqué que je fais des digressions sans fin, pour revenir à ta question, on a analysé ces types de violences, on a essayé de les catégoriser, on a essayé de comprendre la clé sécuritaire aussi de la gestion du territoire et la réponse des jeunes. Et par exemple, au niveau de la réponse des jeunes, on a compris que l'occupation du territoire est une occupation qui reflétait l'intervention sécuritaire. Le quartier ne va pas vivre de la même manière avant 8h du matin, de 8h à midi, de midi à 2h, de 2h à 6h, de 6h à 8h, de 8h à minuit. Il y a des horaires pour tous les groupes, parce que c'est une communauté. Donc il faut comprendre la communauté pour apporter des réponses. Et dans les réponses apportées, si tu permets, je rebondis sur ce que tu as évoqué. À mon avis, et celui d'Yessine et celui de tous ses collègues, de Soumaya Béchir, etc., c'était de dire on a fait les formations de formateurs, on a fait la pacification classique, ça ne marche pas. Ça marche peu. Je ne dis pas que ça marche pas, ça marche peu. Qu'est-ce qu'on peut tenter de nouveau? Avec comme point d'entrée l'ancrage territorial, l'attachement des jeunes à leur territoire, et ce quartier prison, comment faire que le quartier refuge prime sur le quartier prison? Que ça reste un refuge pour eux, parce que c'est des jeunes qui ont un très faible capital social. La plupart n'ont pas fait d'études, ils ont des problèmes de famille, ils ont fait de la tôle pour certains. Comment faire donc que le faible capital social qui se développe à partir de cet ancrage territorial, qui est pour eux une fierté? Wow. أنا عم بفكر لما أنا بجي على المدينة et là maintenant c'est une expérience très personnelle, c'est pas relié à mon boulot, à mon travail quotidien, mais moi j'aime la Médina et quand je viens, et j'aime la Médina quand elle est en fait vide. Donc c'est pas la Médina qu'on voit un samedi matin où il y a beaucoup de gens, beaucoup de touristes, et j'espère, bon là maintenant après Covid-19 on va réouvrir l'aéroport et recevoir de nouveau des touristes, Inch'Allah. Est-ce que c'est ça la Médina? Est-ce que c'est pour cela parfois des gens disent que n'allez pas un dimanche ou bien n'allez pas un soir? Par contre je trouve qu'il y a un charme et une attraction spécial. Et moi, j'ai découvert la Médina la nuit grâce à Dream City. Tout à fait. Bon, qu'est-ce qui fait que Dream City, on a peut-être 10 000 personnes qui viennent voir, qui participaient, peut-être un peu plus, un peu moins, je ne sais pas. Vous avez des chiffres sur ça? Exact, sur j'ai dit 10 000, je ne sais pas, peut-être un peu plus, un peu moins. 15 000, donc 50% de plus de ce que je viens de dire. Il n'y a eu aucun incident sécuritaire. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui change? On vient la nuit, on participe, on sort, on mange. C'est quoi le secret, je dirais, académique, théorique, derrière cette dynamique les jeunes protègent les touristes et les visiteurs? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense qu'il faut revenir. Vraiment, c'est une excellente question. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton ressenti est juste. Les Dream City, les éditions de Dream City se déroulent toujours très très bien. Et du coup, ça amène l'interrogation pourquoi ça se passe bien alors que c'est le moment où, quand on est un voyou lambda, ou qu'on a envie tout simplement d'avoir un nouveau téléphone et qu'on n'a pas envie de l'acheter, c'est le moment idéal pour se lancer dans l'aventure. Hein, parce que la ville est pleine, c'est des personnes qui ont des moyens, généralement, qui ont du goût, qui sont bien habillées, etc. Donc, pourquoi se lancer, qui ne connaissent pas la Médina? Ils la découvrent grâce à Dream City. Mais en réalité, c'est là la clé. C'est que Dream City, dans son implantation territoriale, nous on a questionné cet aspect-là. Dream City s'est installé et s'est ancré avec les habitants. Donc, quand vous prenez un café ou que vous déjeunez à Dream City lorsqu'il y a des réunions, etc., la nourriture vient du quartier. Elle n'est pas envoyée par un traiteur d'une des banlieues de Tunis. Sur le festival, le personnel qui travaille, à part le personnel permanent de Dream City, de la rue, donc l'association La Rue, c'est les jeunes du quartier. Et puis les jeunes du quartier, comme je l'ai dit, l'ancrage territorial, qui était au début perçu comme la conséquence de la cité-refuge, cité-prison, en réalité, cette fierté d'appartenance, elle fait qu'ils défendent le quartier. Donc ils sont prêts à faire eux-mêmes la sécurité, à aider les personnes qui se perdent, à les guider dans la ville, et en plus, ils apprennent eux-mêmes à valoriser leur lieu de vie.
leur espace de vie. Ouais. Donc indirectement, il y a un impact socio-économique sur la Médina avec Dream City. Oui, tout à fait. Alors, il y a l'impact du festival, mais dans la vie de tous les jours, dans les activités quotidiennes de l'association, il y a une implication des jeunes qui doit être aussi maintenue et entretenue. Ça aussi, c'est un peu la question qui se pose. Peut-être qu'on en parlera plus tard quand on parlera du projet, mais pour vous donner un exemple, il y a un artiste que la rue a accueilli il y a 4 ans, 5 ans, Benoît Perrault, et il a décidé de monter, pendant sa résidence à la rue, un atelier de bricolage. Et en réalité, c'est ça aussi le charme de l'opération, c'est qu'on ne dit jamais ce qu'on fait. Venez, il y a des outils, il y a du bois, des treillis métalliques, et puis on va voir ce qu'on va faire. Et en fait, ça a embarqué, vraiment embarqué, des jeunes du quartier. Alors quand on dit jeunes, c'est entre 12 et 18 ans, 12 et 17 ans peut-être. Bon, certains avaient des problèmes, certains, on avait peur, les parents craignaient qu'ils ne dévient, qu'ils rentrent dans les circuits de l'enfance du quartier, etc. Et ils se sont mis à fabriquer du mobilier urbain. Et pour fabriquer du mobilier urbain, il faut connaître sa ville, il faut connaître son quartier, et ensuite il faut l'aimer. Donc on est rentré dans ce processus où on améliore son cadre de vie en travaillant. Et en faisant ça aussi, on se découvre, certains ont découvert des vocations. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas moyen d'accéder à ces métiers manuels, qui par ailleurs ont fait l'objet d'une grande dévalorisation depuis l'indépendance, malheureusement, au profit des métiers dits intellectuels. Et donc ça a entraîné finalement des dynamiques auxquelles personnellement je ne m'attendais pas. Moi, je ne m'attendais pas à ce que des personnes que je voyais la journée salir leur quartier ou le mépriser parce que c'était un synonyme de déclassement social et de faible capital culturel, se mettre à l'apprécier, se mettre à intervenir pour fabriquer des bancs, pour réparer les pavés, etc., devant une mairie qui était complètement dépassée, qui n'avait plus des fois même pas l'intérêt de le faire. Donc, finalement, ça ouvre une autre porte vers une autre réalité. C'est que cette pratique-là, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette pratique? Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est de l'artisanat? Est-ce que c'est une initiation au métier? Ça a amené toute une interrogation. Ça a amené toute une interrogation sur ces pratiques. Mais en tout cas, ce que ça a produit à terme, c'est une application, une meilleure connaissance du territoire pour les jeunes, une valorisation de leur lieu de vie et l'envie d'améliorer leur quotidien. Et donc, à travers un travail communautaire. Ouais. En fait, on va revenir, je crois, à la question de la valorisation de soi et du territoire et de ce qu'on peut donner et comment s'exprimer. Donc, je crois, une fois qu'on termine un peu avec les recommandations de l'étude, on en a peut-être beaucoup discuté, l'approche de Dignity dans la prévention de la violence urbaine, qui est l'approche intersectorielle. Donc, on a eu beaucoup de réunions pour discuter cette approche et comment est-ce qu'on peut la faire adapter et adopter par nos partenaires, en l'occurrence la rue. Et c'était un travail qui est très difficile. L'expérience de Dignity qui vient d'Amérique latine ou Afrique, donc on arrive avec une expérience qui dit qu'on peut travailler avec les forces sécuritaires, la société civile et la municipalité surtout. Moi, je sais que la municipalité, bon, j'étais là quand on a eu en Tunisie la première fois l'élection municipale. C'était le 6 mai 2018 parce que je me souviens, j'étais au Liban, je voulais voter pour c'était les élections parlementaires. Donc, je n'oublierai jamais cette date. Donc, en fait, pourquoi je dis l'approche intersectorielle de Dignity et parce qu'on a eu un moment de est-ce que ce qu'on fait avec la rue, tout ce travail artistique qui est, on voit le trailer là maintenant, on dit waouh, c'est une troupe internationale, etc. Mais derrière tout ça, il y a une approche intersectorielle. Et il y a un rôle pour la municipalité, les forces, même la rue, quand je suis sûr que l'équipe ici, et j'ai entendu parler bon, je vais les nommer des animateurs de la rue, ils disent qu'on a eu peut-être des incidents avec la police, on va vers la municipalité pour négocier le projet. Qu'est-ce qui se passe derrière l'art qu'on voit, donc cette performance qui est exceptionnelle et tous ces acteurs-là qui sont... Et comment est-ce qu'on peut dire que l'art
peut-être, ce n'est pas la seule finalité dans tout ce travail. Aussi avec le lien au projet ou l'étude. ما بعرف إذا صعبت عليك السؤال حتى فيه كتير أشياء بس إنه. Bien sûr, je vais répondre en fonction des éléments que je détiens. Donc, je pense que le pari qui a été fait par la rue au départ, c'est le pari entre guillemets de l'art social. C'est-à-dire, pour certaines, en fait c'est un choix général, mais en particulier, on sait à travers d'autres expériences que lorsque des communautés ont des difficultés, l'art est un moyen d'exprimer ces difficultés et donc de les déplacer. C'est parce que ça produit un état de conscience des difficultés dans lesquelles on est. À un moment donné, on est en soi porteur d'une difficulté, ou bien on est soi-même victime, producteur de violence, et la pratique artistique permet de prendre du recul. Ça a été développé, on a des études sur ça. Et la décision, je pense, qui a été prise, c'est de dire cette lecture, elle peut être appliquée par une association qui ne produit pas d'art de salon, mais qui produit de l'art ancré dans les sociétés. Je n'attaque pas les artistes de salon. Je dis juste que c'est une... je dis juste que c'est... Parce que la dernière fois, c'était... Donc, Sophie, elle va dire qu'est-ce que tu dis. Et donc, en réalité, l'idée, c'était que le territoire et la population allaient finalement influencer l'artiste et que son travail allait refléter certaines vérités. Maintenant, elle ne va pas les refléter comme une étude scientifique ou comme un texte narratif, comme une description de l'état des choses, l'état de la situation. Ça allait le refléter de manière presque onirique. Et je pense, c'est ce qui s'est passé avec ce que comment tu les appelles, les internautes, ce que les internautes ont pu voir, c'est-à-dire cette petite vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette vidéo, qu'est-ce qu'elle montre? Pour vous, elle montre des artistes accomplis qui sont sur les toits de la Médina et qui font une chorégraphie très contemporaine, assez poussée d'ailleurs. Ouais. Mais il faut voir, moi au départ j'étais vraiment dubitatif, je le dis, je vous ai dit dès le départ, mais surpris même par les résultats. C'est-à-dire qu'au départ, on a des jeunes, certains ont fait de la prison, on a d'autres jeunes qui étaient des jeunes en difficulté, certains ont fait des études, d'autres pas, certains étaient chez leurs parents, ils ont été chassés, etc. Et la rue leur propose de rencontrer un artiste et de travailler avec lui. C'est un travail, comme un autre, rémunéré minimum. Et on leur dit, voilà, mais il faut vous discipliner, chose qui n'existait pas dans leur vie. Déjà, se lever à une heure fixe, venir travailler, prendre des ordres en pratiquant l'altérité, parce que l'artiste, c'est pas le Tunisien du coin, l'artiste, il est burkinabé, c'est ça? Il est burkinabé, c'est un artiste reconnu, tout ce qu'on veut. Il leur parle en français. Serge Aimé. Et en plus, il est assez directif. Il dirige, donc c'était vraiment un choc. Et au départ, on a vu arriver donc, le premier groupe de jeunes. Et puis la sauce a commencé à prendre. Mais à aucun moment, il leur a dit vous faites de la chorégraphie, ou vous faites de la danse, ou vous faites de l'art. Ouais. C'était quoi son approche? Qu'est-ce qu'il disait? Venez, on va s'entraîner ensemble. Moi, c'est ce que j'ai vu. Et Soumaï aussi, il me disait mais c'est incroyable. Ils suivent. Et en fait, en faisant ça, il l'amenait aussi à les interroger, il les amenait à s'interroger sur leur réalité, sur leur vécu. Et aussi à faire ressortir la part de violence en eux. Alors aujourd'hui, on a des outils théoriques pour comprendre ça. Il y a une méthode qui est entre la psychologie et la sociologie qui permet de comprendre ces états de transformation, ces états de changement. C'est un modèle transthéorique qui permet d'analyser ces changements. Et donc on s'est dit, c'était l'idée avec vous d'ailleurs, avec Dignity, on s'est dit personne n'a fait de la prévention de l'art, de la prévention de la violence par l'art. On a des éléments qui sont prometteurs, tentons l'expérience. Et c'est ce qu'on a fait. On a pris les jeunes du quartier avec tous leurs problèmes, avec aussi un aspect que je n'ai pas mentionné, mais c'est que le territoire de Médina n'est pas homogène. Quand on parle des jeunes de la Médina, il n'y a pas de jeunes de la Médina, il y a des jeunes de certains quartiers de la Médina. Et donc quand vous êtes de la Hafsia, c'est pas comme quand vous êtes de Marta. Les codes ne sont pas les mêmes, la manière de dire bonjour n'est pas les mêmes, les endroits où vous stationnez le soir, on les appelle ici les ronds-points, ne sont pas les mêmes, et les zones d'influence où vous êtes protégé, où vous pouvez aussi faire vos petites affaires et vos larcins, ne sont pas les mêmes. Donc en fait, plus vous rentrez, plus c'est complexe. Voilà. Et donc ces jeunes-là, des différents quartiers, de quartiers qui sont en bagarre, parce qu'il faut, quand on traite des questions de violence dans le Médina, il y a aussi des violences inter-Médina, inter-quartier. Ça peut être très dur. On les fait travailler ensemble, sous la direction d'un artiste accompli qui va les diriger, et on va voir comment ça va prendre. Et en même temps, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi la transformation
qui est s'opérer dans ces jeunes. Le but, c'est qu'à un moment donné, comme je l'ai dit, ils deviennent acteurs de leur propre soumission au cycle de violence. D'acteurs, ils deviennent spectateurs. Donc ils sont spectateurs, ils s'observent, ils prennent de la distance, ils réalisent qu'ils sont dans un cycle de violence. Violence interquartier, peut-être violence familiale, peut-être violence à l'école. Ils ont été victimes de violence, ils deviennent eux-mêmes, au collège, au lycée et après, auteurs de violence. Simplement parce qu'ils reproduisent des modèles qu'ils ont subis. Et une fois qu'ils réalisent ça, c'est là qu'il y a ce déclenchement, et c'est l'étape la plus importante, c'est y a-t-il ou pas une volonté de sortir de ce cycle de violence pour partir dans autre chose dans leur vie. Et c'est ce qu'on a remarqué en fait. En fait, quand tu dis qu'ils deviennent spectateurs et ils vont découvrir ce qui sont... En fait, c'est de la conscientisation. Aussi, oui. Ils vont découvrir qu'ils ont peut-être tous la même... ils ont vécu la même problématique, etc. Mais pour les gens qui nous accompagnent maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une conférence où la rue vient à parler de la violence, ce sont les symptômes, voici, ou bien, comment ça se fait, la découverte se fait comment? Alors je vais emprunter un jargon qui n'est pas toujours très scientifique, entre guillemets, mais la méthode est expérimentale et le projet tel qu'on l'a réalisé est un projet pilote, ça n'a pas été fait avant. La prévention des violences par l'art, les gens préfèrent payer des formations de formateurs avec des messages assez naïfs, je suis désolé de le dire comme ça, plutôt que de tenter des méthodes où on est vraiment en contact avec la population et surtout on est ancré dans le territoire. Si on veut transformer le territoire, il faut y être physiquement. Ça implique aussi que l'impact est limité. Là, on parle de 20 jeunes au départ. Après, ils sont devenus 14 assidus et 10 ont complètement quitté le cycle de violence. Je vais revenir sur ça. En fait, la méthode, qu'est-ce qu'elle nous permet d'observer? Elle divise l'état de conscience par rapport aux violences en 5 à 6 étapes. À un moment donné, quand il y a une conscience de ce cycle de violence dont on est prisonnier, il y a ou pas la volonté d'en sortir. Et on offre aussi les moyens, c'est-à-dire que ces jeunes sont engagés dans un cycle de formation artistique. Quand je dis formation, ils ne savent même pas, ils vont l'apprendre au bout de 2 mois qu'ils sont devenus artistes. Mais ils ne le savent pas au départ. Ils ne savent pas qu'ils font de la danse, parce qu'un jeune, un jeune, voilà, comme disait Pierre Batage, et tu dis qu'il fait de la danse, il se dit c'est pas possible, la danse c'est pas pour moi. Vous moquez de moi. Et donc après, ils réalisent, oui, c'est de la danse. Et donc ce degré de conscientisation, il est progressif. Sauf qu'à un moment donné, pardon, je termine juste sur ce point-là, il faut acter le passage dans l'autre cycle de vie. Celui où on est spectateur des violences et on refuse de s'engager dans les violences. Quand il y a des batailles, des bagarres de quartier, on ne s'engage plus. Les jeunes ne fréquentent plus les mêmes cafés, ils ne fréquentent plus les mêmes plays, les mêmes centres où ils jouent aux jeux vidéo. Ils refusent de s'engager dans les batailles de quartier, ils refusent de toucher aux armes blanches. Ils sortent du cycle progressivement du cycle pour ceux qui les pratiquent, qui les consomment, du cycle des drogues. Et ils se mettent à se fréquenter entre eux. C'est ce qu'on a remarqué. Avec Soumaya, quand on réécoutait même les témoignages, c'était vraiment saisissant. Ils se fréquentaient entre eux à la fin. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé une culture propre, alternative à celle du cycle de violence du quartier, et qu'ils sont en train de la nourrir. Ils sont passés de l'autre côté, ça y est. Ce qui est passé ne les intéresse plus. Ils regardent leur passé en se disant mais quel temps perdu. Et par contre, peut-être que, parce que tu évoques en fait ce qui s'est passé après, le but c'est pas d'en faire des artistes. Ils ont été artistes, c'est un moment de leur vie. Mais le but c'est pas de convaincre tout le monde à l'art. Le but c'est que chacun suive sa vocation. Mais ça peut provoquer un éveil par rapport à des vocations justement. C'est pour ça que certains d'entre eux se sont intéressés, par exemple, aux arts de la scène, mais comme techniciens. Ils ont trouvé que ce monde magnifique, ils ont aimé une certaine liberté qui est régnée. À Tunis, il y a énormément de demandes d'emploi pour ça, il y a très peu de techniciens qualifiés. Et donc ça pourrait être une réponse. Certains ont redécouvert leur quartier, ont dit, mais moi, réaménager le quartier, j'aimerais bien en faire ma vocation. L'embellissement des villes, ça peut être une vocation. Je parle juste de ces deux points, de ces deux champs à explorer, et c'était vraiment une découverte, parce qu'on partait de loin. Avant parce que j'ai plein de questions. Si on peut prendre, je crois, il y a une question de quelqu'un qui parle de la police et le niveau patriarcal. Je
crois que c'est une grande question. Voilà. Comment expliquez-vous le rapport de ces jeunes à l'autorité, à l'État, à la police imposée par une société patriarcale? Une question difficile. Voilà. J'ai pas de... Je vais t'essayer de répondre à la partie patriarcale. Je pense que le rapport à la police, je l'ai évoqué avant de lire la question. Je pense que l'auditrice a une partie de la réponse. En tout cas, c'est un rapport conflictuel, parce qu'en réalité, et là je vais partir sur une autre réalité, c'est l'impossibilité quasi sûre de se réinsérer. Quelqu'un un jeune qui a fait de la tôle, qui a été arrêté, va refaire de la tôle et va être condamné dans ce cercle vicieux. Donc, le quartier, c'est l'ultime refuge, et la perception de l'autre société, c'est comme étant le monde où l'on est méprisé, où l'on est un perdant, où l'on est un tolard, où on n'a pas de quoi apparaître et de quoi valoriser son existence. Donc, il y a un problème d'égo fondamental. En fait, directement relié à cette question, quand tu as parlé de l'approche de Serge Aimé, tu as utilisé un mot comme moi, ça fait un lien direct avec le sultan Labawi, et tu as dit l'autorité. Oui. Mais bon, après tout, qui est le symbole ultime de l'autorité? C'est en général le père ou bien la mère. Donc, je crois que c'est relié, mais ici, je ne veux pas rentrer dans l'explication psychologique. On n'est pas là pour parler de ça, pour la fille psychologue, هذول الاثنين عم يتفلسفوا علينا. Donc بدنا نخلي مثل ما بيقولوا عنا بلبنان اعطيه خبزك للخباز ولو اكل نصه. Mais je veux dire que ces jeunes-là ont besoin d'une certaine discipline pour pouvoir passer à un autre niveau, pour pouvoir pour travailler avec eux, à découvrir un sens à leur vie. Donc la discipline n'est pas toujours, ou bien l'autorité n'est pas toujours mauvaise. Ça, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si je suis en train d'halluciner un peu, mais... je pense que tu parles d'autorité légitime. Mais c'est ça. Par exemple, quel type d'autorité ont expérimenté ces jeunes? Généralement dans leur vie, ils sont passés par l'autorité parentale. À Tunis, moi j'ai pas de chiffres, je rappelle que c'est une étude qualitative, mais c'est une invitation à produire des études, c'est une invitation à comprendre la situation. Mais en tout cas, dans nos entretiens, ce qui revient souvent, c'est la violence familiale. Il y a beaucoup de violence qui est exercée en famille. Et notamment la position la plus importante dans la famille, sur l'être qui est vraiment le plus sacré pour ces jeunes, c'est généralement la mère. Le père est très respecté, mais il apparaît très peu dans les entretiens. C'est à questionner, comme tu as dit, c'est un travail, j'espère que des psychologues s'en occuperont, parce que c'est intéressant de creuser cette question-là. Mais quel autre type d'autorité? Donc on a, c'est pas toujours le cas, mais dans certains cas des pères violents, entre une autorité masculine violente, on passe à l'école, on a une autorité qui est aussi violente, parce qu'il y a beaucoup de brimades dans les écoles, il y a encore la tradition des châtiments corporels abusifs, on n'est pas à la petite date, des fois ça peut être beaucoup plus dur. Et on a surtout toutes les violences symboliques qui proviennent d'autorité. Les humiliations, notamment, ne sont pas... on ne peut pas faire un rapport de légiste sur une violence symbolique. Mais des fois, les mots déplacés, le fait de vexer, le fait de rappeler une situation de fragilité, peut être extrêmement blessant et marqué. Donc pourquoi l'autorité de Serge Aimé a été acceptée? Je pense parce qu'elle fait partie d'un projet. C'est-à-dire, Serge Aimé a pris la place, certains appellent ça les grands frères, d'autres appellent ça les éducateurs, d'autres appellent ça les pères mais plus âgés et expérimentés. Il a pris cette position-là. Et la majorité, parce qu'il y a eu aussi des décrochements, on a des jeunes qui ont décroché, il y a eu des décrochages, et Serge Aimé a pris cette position, et donc il les a entraînés. Il y a eu ce rapport de confiance, et ils ont suivi. Ça aussi c'est important. Donc l'autorité, à mon avis, elle est centrale, elle doit être légitime, et elle doit s'exprimer dans un but donné aussi, à mon sens. Il y a un point que je veux partager avec vous deux, n'oubliez pas le travail du corps. Et ça, c'est la force de la danse aussi. C'est d'être en miroir avec soi-même. Donc il y a un ballet masque clair, et le travail du corps, donc c'est un chorégraphe, qui a la science du corps. Le corps dans l'espace, mais le corps dans l'espace intérieur. Donc pour ne pas être psychologue. Mais on l'est quelque part parce que c'est le travail du danseur, du chorégraphe, et j'interviens dans ce sens-là. Et Serge Aimé a ce potentiel dans sa caisse à outils, c'est en fait
de mettre ces jeunes-là. Ils ne jouent plus un rôle dans leur quartier, ni le rôle du caïd, ni... Et je pense, en vous écoutant parler, que la rue est cette espèce de zone franche. Et un espace de réconciliation. C'est la cité dans la cité, en fait. Il y a quelque chose de très fort. Après, tu l'expliqueras de manière beaucoup plus scientifique. Donc la rue fait aussi corps de ces corps. Donc il y a une réconciliation. Et en même temps, quand ils arrivent ici, ils dépassent une certaine frontière. Et ils dépassent même la frontière de l'image qu'ils donnent aux autres. Et ils sont face à leur propre image. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose dans ce sens-là, dans un travail très fort, parce que c'est pas... Il n'est pas acteur social, Serge Aimé. Il est chorégraphe, il est artiste, il invente un projet, mais avec eux, il a inventé un nouveau territoire. Et c'est ce que nous, on appelle dans le jargon de l'art, inventer de nouveaux territoires de l'art. Et je pense, au travers de ces multicorps, qui ont chacun son récit, chacun son histoire, chacun sa singularité, du coup, la complexité de cette nouvelle société qui s'est réinventée, et il y a quelque chose de central qui est le travail sur le corps. Donc il a réussi à mettre à nu ces différents corps. Bon, par exemple, sur ces questions-là, le corps apparaît dans les... D'ailleurs, ce serait intéressant de revenir aux entretiens qu'on a eus, parce qu'ils sont tous enregistrés, certains sont tapés d'ailleurs aussi. Ce serait intéressant de questionner justement ce rapport au corps. Moi, je n'ai pas forcément les compétences pour ça, parce que ce qui m'a marqué le plus, vu ma spécialité et mon champ d'investigation, c'est surtout le rapport au territoire. Par exemple, je vais vous donner, c'est anecdotique, mais pour nous c'était révélateur. La plupart de ces jeunes qui ne sortaient plus de la Médina et qui avaient peur d'aller en banlieue nord, parce que qui dit banlieue nord dit des contrôles de papier, traumatisés, ils ne pouvaient pas sortir. Au-delà de Pau, c'était déjà un autre monde. Et ces jeunes sont allés assister à des spectacles. C'était dans le cadre de, je ne me rappelle plus quel spectacle la rue avait organisé. Spectacle, c'est une performance de danse, je crois, et ils sont allés y assister. Et on était vraiment étonnés parce que sortir de la Médina pour eux, ça ne s'était pas produit pour certains depuis des mois, voire des années. On en est là, hein. On en est là. Il faut se rendre compte. C'est pour ça que je dis, il faut que l'on se rende compte d'où on vient, de ce traumatisme par rapport au territoire qui s'est traduit par des limites en matière de mobilité. Et par rapport au corps, donc, on a dans les entretiens des réflexions, des phrases qui concernent le corps. Le fait aussi qu'ils se sentaient mieux quand ils se promenaient dans la ville. Donc le port avait changé, la posture avait changé, et ça c'était aussi marquant. Mais je n'ai pas les outils pour les analyser en personne. Il faudrait peut-être s'associer avec quelqu'un qui a une expertise, une connaissance du domaine, pour pouvoir nous apporter des réponses justement plus précises. Bon, à mon niveau, ce ne sont que des perceptions. Bon, là j'étais en train de penser à ce que Soufiane vient de dire, la relation. En fait, je trouve que le miroir, on est face à nous-mêmes, est très important. Et je crois qu'on a peur le plus, et je crois que les jeunes ont eu peur. Le moment, je crois, le plus difficile, c'était avant la première, donc avant que les spectateurs arrivent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce que je sais, vous avez travaillé aussi avec les jeunes après la performance. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont vécu les dernières 30-40 minutes avant vraiment de faire voir à tout le monde et de communiquer avec le monde entier ce qu'ils veulent dire? Ma réponse va être partielle parce que je faisais la queue dans l'impasse Tralbonnet pour rentrer au spectacle. Donc j'ai pas pu les voir. Par contre, on les a salués en entrant. Moi j'ai assisté à la toute dernière représentation avec Soumaïa Bachir, avec laquelle on a réalisé cette deuxième partie de ce prolongement d'enquête. Et donc on les a croisés et on sentait vraiment une transformation. Beaucoup d'énergie. Aussi l'importance du regard de l'autre, qui est un regard fait d'appréciation, les gens qui les félicitaient, et donc on sentait vraiment qu'ils étaient en train de renaître. C'est ce qui m'avait marqué. On sentait une renaissance par rapport, d'ailleurs, j'ai comme un flash, quand on parle de certains d'entre eux, je les revois traverser Nashkoteb Louzir
Et je vois leur démarche, le regard, la posture, le côté un peu craintif, et tout ça avait disparu. Tout ça avait disparu. Et ça, c'est de l'ordre de la perception. Après le spectacle, c'était la toute dernière présentation, on a des jeunes qui nous parlaient d'avenir. D'avenir, de projets, de rendez-vous amoureux aussi. On a eu une belle rencontre apparemment là, oui. C'est bien. Et c'était formidable, parce que finalement on voyait la vie, on voyait une joie, on voyait une force, on voyait une puissance. Et finalement, nous qui partions d'un... Parce qu'il faut comprendre que moi j'ai connu la plupart de mon enfance, toute mon enfance, mon adolescence et une période non négligeable de mon âge adulte, je l'ai vécu dans un état autoritaire. Dans un état autoritaire très contrôlé. Ces jeunes-là ont connu, à partir de leur adolescence, un pays, en tout cas libre, où la parole en tout cas était plus libre qu'avant. Donc une parole libre, mais une mobilité contrainte. Une parole libre, mais une difficulté de s'assumer et d'assumer son vécu avec son passif et son actif. Donc en fait, ils vivaient avec ce paradoxe. Ils vivaient avec une promesse de la liberté et la réalité et la contrainte d'une forme de servitude dans leur vie de tous les jours. Et donc pour eux, cette expérience avait une valeur que je ne réalisais pas peut-être, et d'ailleurs que je ne réalise peut-être que partiellement. Et c'est pour ça, je pense, qu'elle compte énormément. Parce que le fait de voir justement tout ce que j'ai décrit, plus cette volonté de changer de vie, même pas une volonté, en fait ils étaient déjà passés de l'autre côté de la barrière, ils étaient déjà dans le changement et dans la construction, il ne faut pas changer pour changer, hein, mais dans la construction d'un futur meilleur et d'un autre rapport au monde. Autre chose, il faut savoir que ces jeunes ont connu le pire entre guillemets, de la Médina de Tunis. Parce que 2011, les pouvoirs publics se rétractent, se sont même retirés de la Médina. Aujourd'hui, il y a quasiment plus d'acteurs sociaux. Il y a 3 acteurs dans le cycle des violences urbaines. Il y a la police, les forces de sécurité, il y a les acteurs sociaux et il y a les acteurs éducatifs. Aujourd'hui, il n'y a plus que la police sur le terrain. Et la police, elle a ses méthodes. Les policiers ne sont pas nés pour être... ils ne sont pas formés pour être des travailleurs sociaux. C'est la police, ils mettent les normes, ils appliquent la loi. Donc aujourd'hui, il faut se rendre compte que ces jeunes ont affaire aussi à cet état de la société et à cet état de leur environnement. Ensuite, il y a un problème très grave qui s'est amplifié ces dernières années de manière assez choquante, c'est la gourbification de Tunis. Tunis est une ville pour laquelle il faudrait presque composer un requiem. C'est une ville qui est en train de disparaître sous nos yeux. Elle disparaît avec sa mémoire multiples, avec sa mémoire physique et avec sa mémoire symbolique aussi. Patrimoine matériel. Donc eux ont connu Tunis pendant leurs plus belles années dans un état de délabrement avancé. Et ça, c'est une catastrophe. Ils sont traumatisés pour ça. Pourquoi? Parce que Tunis, pour eux, c'est leur identité. Je veux dire, à ces jeunes, on n'a laissé qu'une seule possibilité de construire leur identité. C'est l'ancrage territorial. Et ce territoire est un dépotoir. Qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Et racontez-moi la ville, je vous raconterai l'état d'esprit, je vous raconterai les destinées de ces jeunes, c'est aussi ça. Donc quand on a inclus tout ça, on se dit que ce à quoi on assistait est vraiment formidable. C'est vraiment une renaissance. Pour aller un peu plus, tu parles d'espoir, tu parles de futur, les jeunes qui sont en train de le voir un peu. Il y a une question de Yasmine Haloui. نوجه لها تحية. En fait, parce que moi je voulais aussi بدي اسالك كان شو المستقبل. En fait, Yasmine demande comment élargir l'impact de ce travail interdisciplinaire de prévention de la violence urbaine par l'art. Alors, tout d'abord, on a une expérience qui est une expérience réussie. Le travail avec Serge Koulibaly, les résultats, l'évaluation qui a été donnée est positive. Je vais vous donner des chiffres, parce qu'on est dans un monde qui aime les chiffres, mais sur 14 jeunes qui ont suivi le processus, 10 sont dans une autre vie, dans un autre monde. Ils n'ont pas quitté le quartier. Il y en a peut-être un qui s'est installé ailleurs pour des raisons professionnelles, mais ils sont engagés dans des projets professionnels, dans des projets de vie, et ils ont un rapport, une distance par rapport aux violences qu'ils n'avaient pas avant. Ils ne s'impliquent plus dans ces mécanismes-là. Ils se sont soustraits à l'adversité du territoire et des violences qui vont avec. À mon avis, l'expérience, elle a réussi. Mais il faut rappeler que c'est une expérience qui a été réalisée grâce à un ancrage territorial très fin et très profond. Et c'est une expérience qui a une amplitude limitée. L'envergure, est limitée. Donc on parle d'expérience réussie grâce à une association qui est très ancrée dans le territoire,
et une expérience où, grosso modo, qui a porté sur une vingtaine de jeunes, plus 15 dans la pratique. Donc ça, ce sont des limites. Mais en même temps, ces limites nous renseignent sur la réalité du mode d'action. J'espère que demain, on pourra aller plus loin. Mais quand on va plus loin, on fait 500 mètres, on va à Al-Hafsaya, on est plus ou moins dans le même ordre d'idée. Le Warsha, qui a été porté par Benoît et qui se poursuit après son départ, on est grosso modo dans le même nombre de jeunes. Avec par contre le fait que ça tourne à Warsha. C'est-à-dire les équipes de jeunes, les équipes, si on veut, sont renouvelées de contingent. Donc aujourd'hui, on est dans cette ingénierie sociale-là, avec ce type de nombre de personnes que l'on peut prendre en charge. Donc la crainte, c'est est-ce qu'on peut monter en puissance au niveau impliquer plus de jeunes du quartier et des autres quartiers, et comment le faire en gardant la finesse du suivi et la finesse de l'ancrage territorial. Pour moi, c'est encore une interrogation, parce que comme je l'ai dit aux auditeurs, on l'a évoqué tout à l'heure, je n'ai pas appris le mot, c'est internaute. Ça me fait penser à cosmonaute, j'arrive pas, je suis désolé. Donc, on va regarder les auditeurs et auditrices. Donc aujourd'hui, c'est une réelle. Est-ce que c'est une limite, est-ce que c'est une contrainte, ou bien c'est juste l'envergure qu'on a donnée au projet qui est à revoir. Sachant que les chiffres qu'on a, les résultats qu'on a à l'Ouacha, les résultats qu'on a à la rue, il y a une expérience formidable qui a été menée par le Massar dans le quartier de l'école des Beaux-Arts. Le Massar a fait un travail formidable. Je pense qu'en 6 années, ils sont à une centaine de jeunes aussi. 6 ans, une centaine de jeunes, donc on est grosso modo dans les mêmes chiffres annuels. Si on ramène ça à un quotient annuel. Donc finalement, c'est l'action locale qui est très importante. Mais pour qu'elle soit efficace, il faudrait aussi qu'on développe des méthodologies et qu'on les documente. Sinon, on perd la mémoire de ce qu'on a fait. Le travail avec Serge May est une réussite. Demain, il va falloir être capable de produire la même chose avec d'autres artistes. Ensuite, il y a aussi la continuité. Les actions uniques ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, à mon avis, je regarde le chef de bureau dans ce sens-là, aujourd'hui, s'il n'y a pas de souffle, s'il n'y a pas de continuité dans le temps, on perd les résultats. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que vous pensez qu'il y a des... Pour moi, il n'y a pas de recette. Est-ce que pour vous, il faut dupliquer ou il faut encore inventer? S'inspirer pour inventer? Tu veux répondre avant? Bon, moi, je peux parler en tant que travailleur social. Moi, je suis animateur social. Moi, la duplication, ça a une connotation négative déjà on ne peut pas prendre... Bon, si on a réussi dans un projet X théâtral avec ce groupe, on ne peut pas refaire la même chose parce que les jeunes doivent vivre l'expérience. Ils ont un autre vécu. Et bon, on parle de groupe. Si on ajoute une seule personne à un groupe, toute la dynamique change. Donc, quand moi je suis animateur social, la première chose que je fais, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et j'essaie d'écouter et d'observer avant de dire hey, yallah, on va faire la même danse que Serge May a fait. Donc, il y a un travail d'adaptation, il y a un travail qui prend beaucoup de temps pour pouvoir... Parce que, si tu permets, qu'est-ce qui s'est passé en fait avec Serge May? C'était une découverte de talent et une promotion de ces personnes-là et une découverte de soi et ils sont allés vers l'autre. Bon, la danse, après tout, c'est quoi? Ils exprimaient quelque chose. Je me souviens, je voyais dans les yeux des jeunes comment ils refusaient la violence qui est venue peut-être par la police, ou bien par les autres jeunes, ou bien par leurs parents. Et la danse parlait. Les jeunes ont exprimé ça. Là. Si on va travailler avec, je prends l'exemple, avec les migrants, on ne peut pas rentrer dans la même approche à 100%, ou bien avec les femmes qui sont en train les victimes de la violence conjugale. La communauté LGBT, on s'adapte. Donc ça c'est mon point de vue personnel. Oui, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Je partage tout à fait. À mon avis, l'idée de duplication est abandonnée. Par contre, les leçons apprises, ce qu'on appelle communément les leçons apprises, une certaine méthodologie peut servir parce qu'elle a fait ses preuves.
Donc on sait que lorsqu'on est un artiste avec des jeunes qui acceptent de le suivre et acceptent de jouer le jeu pendant quelques mois, ça peut donner des résultats positifs. Mais après, c'est pas n'importe quelle association qui peut le faire, pas dans n'importe quel territoire. Je rappelle, moi je pose la question d'un travail similaire dans un territoire où on n'a pas cet attachement. Parce que dans d'autres quartiers de Tunis, il y a une étude excellente qui a été dirigée par le Falamlo, mais Benzina, Meliti, ce groupe-là d'experts et d'universitaires sur Doualish et par exemple à Haïtanam, on sent qu'il y a un problème sur l'identité du territoire et sur le rapport au territoire. À un moment donné, le quartier, et que pour certains il est connoté négativement, pour d'autres c'est un motif de fierté, mais presque de fierté forcée. Donc comment réconcilier les jeunes avec leur territoire, et ensuite quand ils ne sont pas, quand eux-mêmes ne veulent pas dire d'où ils viennent, ou ils ont un rapport conflictuel avec le territoire, comment faire ce travail? C'est aussi ça. Dans la Médina, c'est faisable, parce que les jeunes sont très attachés au territoire. Donc ça, c'est une particularité de ce lieu aussi. Mais il y a lieu d'interroger la reproduction, après l'adaptation, bien sûr, dans d'autres territoires. Ouais. Donc entre l'idée de la, si on peut l'appeler replication, et pas duplication, de replication, et la question du futur vient la question de la pérennité, de la sustainability. Et je ne parle pas de la pérennité ou bien sustainability au niveau financier de l'organisation La Rue. On parle, il y a un essai relié un peu, est-ce que il y a un effet boule de neige? Donc est-ce que ces jeunes-là, ils peuvent avoir un rôle en tant qu'agents de changement dans leur communauté parce qu'ils ont expérimenté, ils ont vécu une expérience qui est un peu différente. Donc est-ce qu'il y a ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors, la question, encore une fois, est très intéressante. À mon avis, pour y répondre, il faut s'inspirer, vu qu'on est encore dans le projet pilote, et qu'on n'a pas vu comment on pourrait travailler avec les mêmes jeunes comme agents de changement dans leur quartier, comme éducateurs pairs, comme une espèce de grand frère. Donc il faut se référer à d'autres tentatives, d'autres réalisations. On sait qu'en France, en Allemagne, il y a eu le recours, en Belgique je crois aussi, je ne suis pas très sûr, il y a eu le recours à ces personnes ressources, à ces éducateurs pairs ressources. Et on a remarqué, si la mémoire est bonne, que lorsque la personne est institutionnalisée dans son travail, elle perd l'ancrage territorial. Donc c'est très délicat. Dans des cas, ça a marché. Dans de nombreux cas, il y a eu une rupture avec la communauté. Donc il faut vraiment que l'ancrage territorial et l'ancrage communautaire soient maintenus. Sinon, on se retrouve avec ce qu'on a aujourd'hui, des élus qui sont plus représentatifs. Plus personne, pendant les élections, on se sent proche de tel ou tel personnage. Je parle vraiment à l'échelle locale, dans les petites localités, arrondissements municipaux ou petites villes. On peut se sentir proche de l'élu. Une fois qu'il est en poste, c'est l'autre. Et il incarne l'autre. Et ça, c'est ce qu'il faut, à mon sens, ce qu'il faudrait éviter. Donc, comment construire ce lien pour qu'il soit maintenu, aussi pour que ces personnes qui ont bénéficié de ce changement puissent être capables aussi de l'impulser. C'est une réelle... c'est à questionner. Voilà. Moi, ce que je questionnerais, par exemple, en écoutant là ce que vous dites tous les deux, et c'est une question que je pose directement à Adnan, c'est la place de la municipalité, la place du gouvernorat dans l'accompagnement et dans un dialogue avec ces jeunes. J'ai l'impression, en vivant la Médina depuis 2007, profondément et très ancré dedans, qu'il y a une démission, en dehors d'établir l'ordre et de rétablir l'ordre, il n'y a aucun lien, aucune écoute et aucune construction, en tous les cas, pour, avec et à partir de ces jeunes. Je pense il faudrait, pour répondre à ta question, on peut revenir par exemple à le mode de nomination des présidents d'arrondissements municipaux ou bien des sous-délégués, les Randa, les Mandements. Est-ce qu'ils sont issus du territoire? La plupart, surtout les Mandements, ne sont pas ce sont des fonctionnaires de l'État, donc ils ne sont pas issus du territoire. Aujourd'hui, ils sont dans la Médina, demain, ils sont ailleurs. D'ailleurs, dans les entretiens, je ne parle pas de personnes en particulier, mais d'ailleurs, dans les entretiens, ce qui ressort, c'est que les jeunes en ont marre de ne pas être représentés. Ce type n'est pas de chez nous. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être originaire de Tunis ou pas. Quasiment personne n'est originaire de Tunis. Ils l'ont même dit. Hein.
Mais est-ce qu'il connaît le vécu de la population ou pas? Et est-ce qu'il est prêt à intégrer les codes culturels de la population ou pas? Et je pense qu'aujourd'hui, surtout, les jeunes dans la Médina sont plus perçus comme un handicap pour la Médina, plutôt que comme une force à valoriser. On les perçoit comme des fauteurs de troubles, des éléments qui sont agités, et justement, vu qu'il n'y a plus d'acteurs publics, ils se sont rétractés. Les affaires sociales ne peuvent plus intervenir, n'ont pas les moyens, n'ont plus l'ancrage. Les éducateurs dans le lycée, les écoles, les enseignants disent « moi je ne sors pas de mon école, ce qui se passe à l'intérieur ça va, si le petit est en train de sniffer de la craie à l'âge de 10 ans devant la porte, ça ne me dérange pas, c'est pas mon problème ». Ça c'est gravissime. Donc encore une fois, qui doit prendre les décisions? Les forces de sécurité. Mais elles ne sont pas formées pour le faire, en plus ce n'est pas leur vocation. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut effectivement mettre tout le monde autour de la table et discuter, surtout qu'on a aujourd'hui un nouveau code des collectivités locales, il y a de nouveaux textes, il faut leur donner de la vie, donc ça ne reste pas uniquement des textes, et il faut voir dans l'application quotidienne qu'est-ce qui peut être offert. Alors juste une remarque par rapport à ça, dans l'étude, à un moment donné, on s'est dit, il n'y a pas de violence gratuite, les jeunes ne s'attaquent pas aux équipements. Et puis on s'est dit, mince, en fait, dans certains quartiers, il n'y a pas d'équipement. Est-ce qu'ils ne s'attaquent pas aux équipements parce qu'il y a tout le modèle théorique des équipements de l'absence de violence gratuite et voilà, tout ce qui a été intellectualisé, ou bien simplement parce qu'il n'y a plus d'équipements. Mais dans le quartier de Marthe, la question se pose. On prend la rue, je crois que c'est Sidi El Banna. Sidi El Banna, il y a 20 ans de ça, il y avait un cinéma, une salle de sport, une salle de boxe, un centre culturel et une antenne de l'Institut du patrimoine, je crois, et une école publique. Toutes ces structures, tous ces équipements ont disparu. Il y a des murs et derrière c'est vide. Que voulez-vous qu'il se passe dans un territoire où il n'y a plus rien? Qu'est-ce qu'on leur offre? Et là je parle vraiment d'équipements au sens élémentaire. Moi, les jeunes avec lesquels on a eu des entretiens, nous disaient, dont certains qui avaient fait de la prison, etc., nous disaient, mais moi j'ai envie de faire des arts martiaux, j'ai envie de faire de la boxe, il n'y a plus de salle. Avant d'aller au cinéma, il y avait le cinéma de quartier Sidi El Banna, c'était une espèce de grande salle Mars donc avec des voûtes très hautes, et donc ça permettait de caser beaucoup de monde, un peu comme le club parapluie d'ailleurs. Et du coup, on arrivait à voir des films tous ensemble, ça faisait une sortie, on s'amusait dans le quartier, pareil pour le centre culturel. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'équipement, il n'y a même plus d'école. On construit des écoles partout en Tunisie, sauf dans la Médina, sauf dans les Médinas. Dans les Médinas, on les abandonne. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi ça témoigne? Et ça, il faut le relier à des niveaux macro, de politique publique. C'est ça. On sait aujourd'hui, il y a eu une déclaration l'année dernière, je ne sais plus quel officiel du ministère de l'Équipement, qui a dit « Oh, vous savez, les villes anciennes, c'est perdu d'avance, il faut miser sur les villes nouvelles. » Mais c'est une folie, c'est une aberration. D'abord, les villes nouvelles, plus personne n'en parle depuis les années 60, c'est un échec cuisant. Même quand on y met des tonnes, des sacs d'argent, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on oublie l'élément humain. Nous ne sommes pas des machines, grâce à Dieu, nous sommes des êtres humains. Donc il faut de l'interaction, il faut un quartier qui vive. Et ces quartiers ont montré que c'était des échecs. Donc aujourd'hui, il faut au contraire revenir dans nos villes et dans nos quartiers déjà existants. Que ce soit des quartiers apparus comme des formes plus ou moins, des formes non programmées, qui étaient au début des quartiers plus ou moins illicites et qui après ont été régularisés par l'État. C'est pas grave, ils existent aujourd'hui, il faut les réintégrer dans le circuit. Et aussi marquer l'arrêt pour ne plus avoir affaire à ce type de gestion a posteriori qui est très coûteuse pour l'État. L'État doit prendre ses responsabilités en matière de planification, mais aussi sauver ce qui doit être sauvé. Quand vous videz un quartier de ses équipements, il ne faut pas espérer que la population se trouve bien. C'est tout le contraire qui va se passer, et c'est logique. Et les images d'enfance qu'on a tous, c'est quand on était petit, on allait à l'école. Et l'école, c'est l'école de quartier. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous êtes obligé d'aller vous nourrir en culture, en sciences, en art, en dehors de chez vous? Qu'est-ce que c'est chez vous? C'est une cité dortoir? C'est un territoire, c'est ce qu'on appelle en France une banlieue, le lieu du banc, le lieu du bannissement. Sauf qu'ici on est banni au centre. Donc, écoute, il y a plein de choses à discuter. Moi, je vais rebondir sur la question de Sofiane et la municipalité.
je crois à la fin de 2019, on a pu faire un petit événement sur le rôle de la municipalité dans la prévention de la violence urbaine, qui est, si vous voulez, on regarde la prévention de la violence urbaine, mais de l'angle du deuxième acteur. Donc, au début, on a commencé avec la rue, la société civile. Là, maintenant, on a essayé de regarder un peu le regard de la municipalité. En fait, la municipalité a un rôle qui est très large. Mais tous, on sait que les municipalités, ici en Tunisie, avec la loi, sont jeunes. Ils ont besoin de comprendre un peu leur rôle et de faire ce travail. C'est pour cela que l'Institut danois contre la torture et DAP, donc the Danish Arab Partnership Program, on renouvelle notre engagement avec nos partenaires, en l'occurrence la rue, pour pouvoir développer et, je ne veux pas dire améliorer, mais élargir le projet d'une façon un peu plus, je dirais, pas théorique, mais pour pouvoir en retirer des leçons et voir comment est-ce que cette approche intersectorielle où est-ce qu'on va arriver, et de documenter cette expérience en utilisant l'art. Je vais mentionner qu'on a fait des rencontres avec la municipalité de Manouba et la municipalité de Rawed, et j'espère dans le futur proche, on va pouvoir lancer des initiatives, pas de grands projets pour le moment, mais des initiatives qui vont mettre autour de la même table peut-être les jeunes, la société civile, la municipalité et les forces sécuritaires pour pouvoir communiquer des messages. On a eu plus ou moins une expérience, et je crois que c'est important de la relier un peu à ce que la rue a fait. C'était durant le confinement. Il y a eu beaucoup de problèmes avec les municipalités et la police, parce qu'il y a des jeunes, ou bien les gens ne voulaient pas accepter le confinement, et il y avait peut-être un manque de communication. Quel est le rôle de la municipalité? Qu'est-ce qu'on fait, le rôle de la police? Et je crois que faire des activités durant le confinement, comme la rue a fait dernièrement, est très important. Donc, même si on était obligé d'arrêter ou bien d'ajourner quelques activités, il y a eu cette adaptation. Et c'est très important d'adapter les projets et les activités selon les incidents ou bien le changement qu'on est en train de vivre, quoi. Donc, moi, je suis optimiste parce qu'on renouvelle notre travail, et je crois qu'on doit tous travailler ensemble et un peu faire tout design, un programme qui va être à long terme et qui va avoir un effet un peu plus large dans la Médina et même dans d'autres villes. Oui, tout à fait. Je pense que le travail avec tous les partenaires est nécessaire, même cette approche intersectorielle pour les municipalités, comme tu l'as mentionné, elles ont de nouveaux outils juridiques, un nouveau cadre juridique auquel elles ne sont pas toutes préparées. D'ailleurs, tout simplement parce que le texte est très large, c'est-à-dire qu'il laisse une marge de manœuvre ou d'interprétation, mais quand on a trop de marge de manœuvre, on ne sait pas vraiment comment interpréter, comment innover. Autre problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on parle de police de proximité, mais la police municipale a disparu. Elle n'est plus municipale. Elle dépend directement de la Direction générale de la sécurité publique. Et donc les maires n'ont plus cette force de maintien de l'ordre, entre guillemets, n'ont plus cette police à portée de main. Et ça rend leurs actions d'autant plus compliquées qu'à côté de ça, il y a un affaiblissement des institutions. Donc je pense que c'est, entre guillemets, une opportunité pour montrer aussi qu'il y a des moyens de travailler avec la population. Et qu'en fait, une grande partie du travail à faire pourrait être simplifiée, facilitée par une plus grande implication de la population. Et donc trouver des canaux d'écoute et de collaboration aussi par la population. Ça, c'est vraiment, je pense, important. Et aujourd'hui, on va dire que c'est peut-être la faiblesse, entre guillemets, du texte, et le contexte général et la disparition de la police municipale, enfin, on regarde le nom, mais
la structure n'est plus municipale du tout, qui vont permettre aussi aux institutions, notamment aux municipalités, de trouver dans la société civile de nouveaux acteurs sur lesquels elles peuvent vraiment compter. Donc ça, c'est une phase, je pense, pour laquelle il y a lieu d'être optimiste. On prend il y a, je crois, 2 questions. Déjà une qui parle de la police de proximité, je crois, non? Alors, concernant la police de proximité, est-ce que ça marche bien en Tunisie? Sinon, c'est quoi les chiffres fournis par l'État? Moi, j'ai pas de chiffres. La réponse est courte, mais décisive. Je n'ai pas accès à des chiffres. Pour ce qui est de la police de proximité, c'est plus en fait, il n'y a pas de police qui s'appelle police de proximité, comme on a la police secours ou police de l'environnement. C'est une police locale qui fait un travail pour lequel on lui demande d'être plus proche de la population et d'avoir une grande connaissance aussi des problématiques du quartier. Donc je peux dire que beaucoup de police, beaucoup de policiers et beaucoup de postes de police font déjà ce travail, avant même que la police de proximité ne soit théorisée. Et aujourd'hui, il faudrait plus définir le champ d'activité et aussi les compétences de la police en matière de police de proximité. Mais par exemple, je sais que, c'est un exemple que j'aime beaucoup citer, dans le quartier de Hafsaya, on sait que par exemple une dame qui élevait seule son enfant avait vu son fils à l'âge de l'adolescence commencer à dévier, c'est-à-dire surtout le gros risque de cette déviation, c'est la pratique de la drogue, parce que la loi est très dure, et en plus parce que c'est destructeur. Et donc elle n'avait pas de solution, vu qu'elle élève seule son fils, et en fait, qui elle est allée voir? Elle est allée voir le chef du commissariat, le commissaire de police, qui n'est pas commissaire, qui est officier de police, chef de poste. Et là, celui-ci a eu l'intelligence de réagir en se basant sur cette relation de confiance, en disant j'enlève la casquette de policier, là je vais me transformer en oncle. Et donc, au lieu d'appliquer la loi, entre guillemets, bêtement, il a vraiment accepté d'aller dans le sens de la mère, de la dépanner, et d'essayer entre guillemets, de remettre sur le droit chemin cet enfant. Alors avec ses méthodes, bien sûr, il a peut-être un peu, voilà, pas violenté physiquement, mais en tout cas il a été assez rude en disant on te pardonnera pas de faire souffrir ta mère avec tes bêtises, et on te tient à l'œil, et les résultats étaient bons. Et moi j'interprète toujours ça comme étant très positif, parce que c'est une promesse de véritable police de proximité. Parce que qu'est-ce que la police de proximité? C'est la police qui est proche de la communauté et qui est au service de la communauté. Ça ne veut pas dire qu'elle n'applique pas la loi, mais ça veut dire qu'elle est capable de tempérer et de prioriser et de favoriser toujours l'ordre public à travers la paix. C'est vraiment la fonction de gardien de la paix qui est fondamentale. En fait, ça me fait penser, je crois, à une des recommandations de l'événement qu'on a organisé. Je crois que le maire de la municipalité de Rawed a dit qu'on a besoin de travailleurs sociaux et de psychologues dans la municipalité. Par rapport à la police de proximité, peut-être ça sera une bonne idée de partager avec la rue. Si vous voulez faire peut-être une rencontre par rapport à cette thématique spécialement, il y a beaucoup d'agences et d'organisations qui sont en train de travailler sur ce sujet, comme le PNUD et les autres partenaires qui sont très intéressés et bien engagés dans ce travail. Ça peut être aussi une occasion pour la discuter, voir points positifs, négatifs, etc. Même avec la police d'ailleurs. Je pense qu'il est absolument fondamental. Oui, bien sûr. Je pense que tu y pensais, mais je le rappelle seulement, aujourd'hui la police elle est engagée, malheureusement avec des résultats qui pour nous citoyens sont difficiles d'accès, dans un travail de réforme des forces de sécurité. Je veux dire, il n'y aura pas de retour en arrière, c'est impossible. Donc c'est ce travail élan, ce travail va contre des mentalités façonnées pendant 50 ans. De toute façon, il va avoir lieu, il va se faire. Donc autant qu'il se fasse de manière collaborative et autant impliquer tout le monde justement et inviter tout le monde autour de la table. Je peux vous donner un exemple très concret, très vite, et après, si on prend une question en boucle, de toute façon, je laisse on a une seule question. Le dernier mot après cette question-là. Je vous donne deux exemples. En tous les cas, un exemple très frappant, parce que la rue centre, toute l'équipe de la rue, quand je dis la rue, c'est toute l'équipe, qui centre à chaque projet artistique, elle est obligée d'inventer un espace. Ça, il y a pas faute de ça. On est obligé de créer aux côtés des artistes. C'est la création, c'est la multicréation. Et à tous les niveaux, sur le plan politique, sur le plan de terrain, sur le plan sociétal, sur le plan de l'approche communautaire, à tous les niveaux. Et sur un des rendez-vous, et bien sûr je ne tape pas sur les politiques, on est en dialogue et il faut que ça se transforme, il faut que ça bouge,
Ils n'ont pas le choix et on n'a pas le choix si on veut préparer de nouveaux territoires et une nouvelle Tunisie pour demain, en tous les cas, comme on l'imagine, comme on la pense, libre, démocratique et vraiment force de proposition et un véritable exemple dans la région et dans le monde. J'arrive à la mairie et on parle d'espace, et tu parlais d'infrastructure. Et effectivement, Najibana et effectivement cette salle de sport. Mais ces salles de sport aujourd'hui, c'est pour ça que j'en veux quelque part, entre guillemets, à la mairie, bien sûr, parce qu'il n'y a pas énormément de vision ou d'approche, de proximité, et ça, c'est pas possible. On ne peut pas être assis dans des bureaux et diriger une population. Donc, c'est vraiment une aberrance totale dans le fonctionnement de cette politique. C'est-à-dire que ces salles existent, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que la Médina, on l'a tous vu, on la fréquente tous, on est très ancré dedans. Il y a un nombre de jeunes assez incroyable. Il y a un nombre d'enfants assez incroyable. C'est-à-dire que nous, là, ici, on accueille vraiment énormément d'enfants du quartier qu'on accompagne. La Médina a des infrastructures sportives. Qu'est-ce qu'elle fait de ces infrastructures sportives sur le quartier de Hafsiya? Elle les loue à des gens extérieurs de la Médina. Ces gens extérieurs de la Médina viennent et ils louent, c'est des clubs sportifs. Bien sûr, ils louent l'espace. Et quand ils louent l'espace, ils font payer des cotisations à leurs adhérents. Et donc, imagine que les pauvres gens de la Médina qui n'ont pas les moyens, les khadem ahzem, bané, ou la peintre, ou la artisan, il n'a absolument pas les moyens, il ne peut pas. Quand il a 3 ou 4 enfants, comment veux-tu qu'il paye tous les mois 60 ou 80 dinars de cotisation pour que son fils fasse boxe, ou il fasse du foot, ou il fasse de la musique? On a énormément de conservatoires. Qu'est-ce que font ces conservatoires pour accueillir les enfants de la Médina? Il n'y a pas de vision des politiques. Et ça, moi, je peux le dire en tant que Tunisien. Je peux le dire et je ne peux pas me mentir. Là-dessus, je dois bâtir. C'est là-dessus qu'on peut bâtir un dialogue. Et c'est là-dessus qu'on doit réunir nos forces. Et je trouve qu'on est, en tous les cas, dans un aveuglement total, et j'en veux énormément à ces politiques qui ne veulent pas voir la réalité du terrain. Les infrastructures, elles existent. Les compétences existent. Les conservatoires sont pleins de profs de musique, sont pleins d'instruments de musique. Et on les connaît. Mais ils n'accueillent pas, vraiment, ils n'accueillent que les gens qui ont les moyens de payer ces cotisations. On ne peut pas compter que sur la société civile. On ne peut pas compter que sur les partenariats étrangers. On a aussi des infrastructures locales. Alors, et voilà, toutes mes questions se portent là-dessus. Et là-dessus, on doit booster, en tous les cas, les politiques à regarder clairement le terrain et à descendre de leur sphère protégée pour comprendre ce qui se passe. L'idée, c'est pas de venir chez nous pour faire de beaux discours. C'est pas ça. Nous, on leur demande de retrousser les manches et de s'investir sur les territoires. Comme la place du travail de Araf Ma'tabla. Ça fait un instant, on est parti, on a expliqué le projet, cette déchetterie à ciel ouvert devient finalement un espace public praticable. Où sont les politiques pour l'entretenir en permanence? Parce qu'il y a des gens qui vivent dans cet espace. Parce qu'ils ont le droit de vivre. Parce que c'est des citoyens tunisiens et qu'il y a heureusement des textes qui les protègent. Où sont les politiques pour faire leur travail? Est-ce que l'idée c'est de préserver les sites touristiques et les parcours touristiques? Ou de redonner la dignité à ces corps perdus et oubliés? Mais nous, en tous les cas, en tant que structure, et en tant qu'acteur, et en tant que société civile, on a le devoir de les bousculer, et on ne va pas lâcher sur l'affaire, pour qu'ils se rendent clairement face à leur rôle qu'on attend depuis toujours. Bon, je crois que ce que Sofiane vient de dire là maintenant répond directement à la question de... Avez-vous des suggestions sur comment rendre le travail avec la municipalité attractif pour les jeunes? Et en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que t'imagines si la rue faisait partie de la municipalité et le fond de la rue vient de la municipalité et que les employés de la rue sont des employés de la municipalité.
les travailleurs, je veux dire les animateurs sociaux, les artistes, les jeunes qui viennent ici et qui passent leur temps à peut-être rencontrer les autres, à faire des activités, mais c'est ça le rôle de la municipalité. Bon, il y a une autre question qui est un peu plus longue, je te donne. Donc, c'est ça. Donc, après tout, je crois qu'on est en train de tourner dans notre discussion. Je pense peut-être qu'on prend cette dernière question, elle a l'air assez intéressante. Vas-y. Alors, est-ce pertinent d'inviter des jeunes qui ne croient plus à ces institutions à dialoguer avec ces dernières? Et comment faire en sorte qu'ils y voient un intérêt? Quel déclic, quel déclencheur pourrait permettre de créer un espace de dialogue, bien entendu, en partant à partir des jeunes? Alors, ce qui est évoqué, je pense que c'est ce qui est revenu dans plusieurs entretiens, c'est-à-dire les rapports exécrables qui existent entre les jeunes et les institutions publiques et leurs représentants. Mais je crois que, ici encore, les associations locales peuvent aussi travailler comme vecteur d'échange, comme vecteur de communication et comme agent de médiation entre les jeunes, entre guillemets, et les institutions locales. Il faudrait encore que les institutions locales le veuillent. Et pareil pour les jeunes. Je veux dire, aujourd'hui, on a un divorce entre les deux, mais c'est toujours possible de réconcilier. Il faudrait réconcilier aussi les jeunes avec eux-mêmes et les institutions avec leurs administrés. On est dans une phase très difficile, notamment au niveau de la gestion municipale, de la gouvernance locale. Pour vous donner un exemple, les territoires municipaux, de manière générale, ont augmenté terriblement, alors que les municipalités, avec une décentralisation qui a été imposée sans réflexion, se trouvent dénuées de moyens, avec une autonomie qui ne leur sert pas à grand-chose, parce qu'ils n'ont pas de moyens, et avec des territoires étendus, parce qu'on a décidé la communalisation de tout le territoire tunisien. Donc n'importe quelle portion de territoire doit dépendre d'une commune, même si c'est une commune qui n'a aucun moyen. Ça a une incidence directe sur la manière de gérer le territoire. Et ça a entraîné, en général, un décrochage. Alors la situation est comme ça, mais effectivement, comment construire de meilleures relations? Je pense tout simplement ce rôle d'intermédiation des associations, il doit être prolongé, et les efforts poursuivis, déjà en commençant par, si on parle d'approche sectorielle, de certains domaines. Par exemple, comment réconcilier les jeunes avec ceux qui sont en décrochage scolaire, avec leur école. Les associations peuvent aussi être leur porte-voix, expliquer au système éducatif qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Expliquer aussi aux mairies ce qui se passe, expliquer à la police de proximité, à la direction générale de la sécurité, que vivent ces jeunes au quotidien, pour que dans leurs procédures, ces institutions changent de fonctionnement, et aussi fixent leurs limites en disant ça c'est admissible, ça ne l'est plus. Voilà, parce que chaque institution va aussi maintenir ses privilèges et ses prérogatives, et c'est nécessaire, sinon le pays s'arrêterait de fonctionner. Donc je pense qu'on est peut-être à cette étape-là où on va essayer de reconstruire, rassembler ce qui était part, reconstituer un tout homogène avec des éléments fragmentaires qui ont été séparés des fois avec violence les uns des autres. Et puis je le rappelle, ce n'est pas anormal. On sort de 1957 à 2011, on a eu un État autoritaire. C'est la réalité, c'est comme ça. On peut aimer certaines figures qui ont construit le pays, et d'ailleurs, tout à fait, mais il faut reconnaître le type de gouvernance, en tout cas sécuritaire, de gouvernance urbaine qu'on a eu. Le poste de maire de Tunis, par exemple, a été suspendu pendant des décennies. Il a été recréé, on avait un maire-préfet, un maire-gouverneur. Ça ne se fait pas sans incidence sur la lecture du territoire. Quand on a un système hyper centralisé, de tradition jacobine depuis 1957, ça implique aussi un certain mépris pour la population et pour sa perception. C'est l'expertise et les rouages administratifs qui priment. Donc je pense qu'on est en train de, peut-être tous ensemble, avec les institutions et avec les publics aussi cibles de ces activités, de reconstruire le lien qui existe entre tous ces acteurs en réalité. Voilà. Donc ça demande du temps, effectivement, c'est navrant parce qu'il y a aussi des blocages, mais à un moment donné, c'est à faire et ça se fait. Il y a quand même des résultats. Et je crois qu'il y a pas mal d'initiatives qui vont construire le puzzle de l'intervention. Donc, il y a des gens qui travaillent sur le plaidoyer des politiques sociales, il y a des autres qui vont changer, qui vont du plaidoyer pour changer une certaine loi, etc. etc. Donc, ce n'est pas seulement vraiment un petit projet, parce qu'après tout, on ne peut pas
tout faire en même temps, mais il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train de, je crois, faire un boulot qui va marquer ou bien qui va aboutir à un changement. Donc c'est ça. Je vous regarde, je ne sais pas, المخرج فينا نختم. On les a épuisés. نحن ما شفناه. Celui. Je crois, on a lu le dernier. Celui qui parle de la. Elle a parlé de. Voilà, le dialogue entre les jeunes et les institutions. Ouais. La rupture de ce lien. Voilà. Merci beaucoup. ميرسي لكم. بدنا نقول ميرسي للعالم يلي قاعدين ببيوتهم وعم يحضرونا. Astronautes. Les astronautes. لا ما بتخيل ils appellent autre chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous inviter, Sophia, toute l'équipe. On pouvait quitter le champ. خلاص بعدنا مش عارفين فيك ميكرو